Alors, en ce qui concerne les questions de terrorisme, c'est un domaine qui a été longtemps négligeable pour la justice des mineurs, mais qui occupe actuellement une place certaine, même si en termes de chiffres, elle est secondaire par rapport à l'ensemble de l'activité des magistrats. Alors, en fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect pénal, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, et qui a commencé dès 2014, où on a eu à juger les premiers mineurs qui étaient partis en zone de guerre et qui étaient ensuite revenus sur le territoire français, sachant que la prise en charge des jugements de ces mineurs par les tribunaux pour enfants était réservée à Paris, qui avait une compétence nationale en la matière, avec par contre d'autres infractions dont on a beaucoup parlé au moment de l'affaire de Charlie, c'est les apologies de terrorisme, qui là peuvent dépendre d'autres juridictions que celle de Paris. Je vais, moi, parler de l'assistance éducative, c'est-à-dire de la protection de l'enfance, et de comment on prend en charge ces enfants qui sont revenus de zones de guerre. Je reviendrai sur la question enfants-soldats, enfants victimes, parce que, à mon avis, ils ont des profils assez différents de ceux qu'on appelle les enfants-soldats. Alors, en fait, dans un premier temps, avant les retours de zones de conflit, on a eu à s'occuper plutôt de parents qui voulaient partir en Irak ou en Syrie avec leurs enfants petits, et où là, le procureur de la République a fait des placements et a saisi le juge des enfants, mais en amont de départ. Et ça, on a commencé à voir ce type de situation dès 2015, notamment à l'époque où j'étais à Paris. Le retour de familles de zones de guerre, donc c'est un autre aspect du terrorisme, et sans doute, à mon avis, le plus grand défi, car sans parler des fantasmes que ces retours suscitent, les réponses institutionnelles participeront, à mon avis, à la fabrication des identités et des subjectivités de ces enfants, notamment dans la période de l'adolescence, qui est, comme vous le savez mieux que moi, une période de remaniement identitaire forte. Alors, comme le disait Madame Léonore Sauvage, marginalement, quelques familles étaient rentrées par leurs propres moyens entre, en gros, fin 2014 et mi-2016, sans avoir été judiciarisées à l'époque. Donc, c'est aussi des familles qui sont rentrées par leurs propres moyens et auxquelles les autorités, au départ, n'étaient pas forcément au courant de ces retours. Les principaux retours ont commencé en septembre-octobre 2016. Il y a eu des vagues différentes et ces retours ne sont pas passés de la même manière. Alors, les familles en question étaient pour la plupart dans la zone irako-syrienne à l'époque, depuis plusieurs années, donc avec des enfants à la fois nés sur place et des enfants qui avaient été emmenés par leurs parents depuis le territoire français. Les premiers retours, c'est des retours qui étaient volontaires, entre guillemets, dans le sens que c'était des familles qui prenaient contact avec le consulat français, notamment, pour revenir via la Turquie et en lien également avec les services de renseignement. Puis, il y a eu une seconde phase de retour, c'est à la suite de la chute de Mossoul et de Raqqa et de la perte par Daesh de ces territoires, qui là a conduit à des retours de familles qui étaient emprisonnées, soit en Irak, alors en Syrie, sur le territoire syrien, oui, mais dans la partie kurde du territoire syrien, et qui étaient dans des camps d'emprisonnement à l'époque. Donc il y a eu ces retours-là, et puis on commence à avoir des retours d'autres zones de conflit. J'ai en tête le dernier retour qu'on a eu, qui vient d'une autre région d'Asie que le Moyen-Orient. Alors, ce que je voudrais, c'est préciser, alors je vais reprendre un petit peu, parce que Madame Sauvage a donné des chiffres, je vais quand même les repréciser sur la réalité actuelle. La réalité actuelle, c'est en effet 77 enfants
qui sont actuellement de retour sur le territoire français et 65 qui bénéficient d'une procédure d'assistance éducative actuellement en cours. Ça veut dire qu'il y a quelques dossiers d'enfants de retour de zones de conflit qui ont fait l'objet d'ouverture d'assistance éducative, puis de clôture, mais c'est très, très marginal. Et ça pose la question, d'ailleurs, des suites qu'a soulevées Madame Sauvage et sur lesquelles il faudra revenir, les suites à la fois judiciaires et à la fois thérapeutiques sur le long terme. Concernant le tribunal pour enfants de Bobigny, donc sur ces 77 enfants, le tribunal pour enfants de Bobigny suit 50 enfants, dont 30 qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, 13 à leur mère sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire c'est des mères soit qui n'ont jamais été incarcérées, soit qui ont été incarcérées puis remises sous contrôle judiciaire, et où on a évalué qu'elles pouvaient reprendre leurs enfants. 4 enfants, donc c'est très marginal, sont dans des familles élargies, et je reviendrai peut-être lors des débats sur cette question, parce qu'on c'est vrai qu'on pense naturellement aux familles élargies, mais en fait, on se rend compte que les choses ne sont pas si simples par rapport à la famille élargie. Donc, il n'y en a que 4 pour l'instant. Et 2 enfants, par contre, sont avec leur mère incarcérés actuellement, puisque les enfants sont nés au retour pendant la détention des mères. Et un jeune est devenu majeur et m'a sollicité pour un contrat jeune majeur qui est suivi par la PJJ. Enfin, c'est pour donner un peu une image du type d'enfant, parce que je crois que c'est important par rapport au discours qu'on peut entendre. Alors, la plupart sont rentrés avec leur mère, les pères étant supposés décédés, je dis bien supposés, puisqu'on n'a pas de preuve de décès, et soit décédés, soit incarcérés, soit en fuite, puisqu'on a quelques pères qui sont en fuite sur d'autres territoires. Alors, en fait, seulement 10 enfants sont revenus avec leurs 2 parents, 3 et également 3 sans leur mère, qui est incarcérée toujours à l'étranger avec son dernier enfant. Donc, sont revenus sans leur mère, mais avec l'accord de la mère. Et 2 sont actuellement orphelins, c'est-à-dire les 2 parents décédés. Le premier, ils étaient décédés avant son retour, et le deuxième, la mère est décédée en arrivant sur le territoire français. Il s'agit majoritairement de fratries de 2 à 4 enfants. Pour l'âge des enfants, 32 ont moins de 6 ans, donc 15 ont moins de 2 ans. 18 ont entre 6 et 16 ans, donc 15 ont moins de 12 ans. Je crois que c'est important de dire les âges pour avoir la réalité. Une quinzaine d'enfants sont nés sur le territoire de Daesh, donc sont considérés, et je reviendrai là-dessus, sans avoir d'état civil à leur arrivée, puisqu'ils n'ont pas de statut juridique, d'où des procédures à la fois de jugement d'état civil provisoire pour leur donner une identité, puis ensuite une procédure plus longue qui est une procédure de filiation pour pouvoir les rattacher à leurs parents, si ce sont bien leurs parents. Voilà. Actuellement, et sous réserve d'informations complémentaires, sachant que la question a pu se poser pour un seul mineur suivi, nous n'avons pas été confrontés, je le dis, à des profils d'enfants soldats, les fameux lionceaux du califat. Et je reste assez surpris par certains articles que j'ai pu lire décrivant des enfants en total décalage avec ceux que mes collègues et moi suivons à Bobigny. Alors, je pense qu'il y a peut-être aussi une confusion avec les enfants yézidis, dont on a beaucoup parlé, et qui, eux, ont été fortement victimes et maltraités par les autorités de Daesh. Mais je dois constater que les profils d'enfants qu'on a ne correspondent pas à ce que j'ai pu lire. J'ai le souvenir d'un article dans Le Monde en juillet dernier, mais d'autres articles aussi sur des enfants soldats qui, a priori, pourraient faire peur. On n'a pas ce profil-là actuellement. Alors après, ça ne veut pas dire qu'au moment de l'adolescence, il n'y a pas des choses qui vont se passer. Et c'est là où le travail, notamment psy, peut être extrêmement important pour la suite. Mais en l'état, ce n'est pas le cas des enfants qu'on voit. Et s'agissant des parents, si les situations sont bien entendu très très différentes, il me semble absolument impossible de généraliser, hormis sur la volonté commune de rejoindre Daesh avec leurs enfants.
leur profil, parce qu'en fait, je n'ai pas l'impression de profil type qui pourrait s'appliquer à l'ensemble des parents que j'ai à connaître dans le cadre de mes procédures. Alors, ce que je pense vraiment, c'est que sur l'approche qu'on doit avoir vis-à-vis de ces questions, il y a à la fois l'approche psychologique individuelle qui me paraît importante, mais également une approche anthropologique, et tout ça dans un contexte géopolitique extrêmement fort. Et c'est vrai que dans les quelques expertises que l'on a pu mettre, cette question du contexte géopolitique, à mon avis, par rapport à des situations classiques d'assistance éducative, est très très important, et on doit en tenir compte au-delà de la simple question de l'approche individuelle. Enfin, c'est en tous les cas mon point de vue. Alors, je vais essayer de décrire un peu ce qui se passe quand les familles rentrent sur le territoire français. Alors, en général, toujours, on est prévenu en amont pour pouvoir prévoir l'accueil des enfants quand ils arrivent, puisqu'ils arrivent pour la plupart par l'aéroport de Roissy, aéroport qui dépend de la juridiction de Bobigny, et c'est ça qui a entraîné au départ la compétence du tribunal pour enfants de Bobigny sur ces situations. Alors, la séparation s'effectue à l'arrivée sur le tarmac. La mère, à ce moment-là, est placée en garde à vue pour une période pouvant aller jusqu'à 96 heures, entendue par les services de renseignement qui font ce qu'on appelle un interrogatoire de grande identité, c'est-à-dire ils entendent la mère sur tout ce qui s'est passé entre son départ et le retour. Mais c'est déclaratif. Hein, et ensuite, à l'issue de cette garde à vue, les parents sont présentés à un juge d'instruction donc du pôle antiterroriste de Paris, puisqu'il y a une compétence nationale, je le rappelle, sur les infractions terrorisme. Généralement, elles sont incarcérées. Madame Sauvage a bien montré qu'il y a eu des étapes très différentes. Il y a eu les étapes, en effet, où les mères n'étaient même pas poursuivies, puis elles ont été poursuivies, mais n'étaient pas incarcérées. Et je crois que le virage, ça s'est fait au moment des attentats de Notre-Dame, enfin les projets d'attentats de Notre-Dame. C'est là où la politique pénale du parquet de Paris a évolué concernant les femmes et la question des incarcérations. Alors, par rapport à ces retours et à la manière dont ils se passent, je crois que c'est très très important que ces retours puissent être préparés, notamment, et l'idéal, c'est que ça puisse être les mères qui préparent leurs enfants à ce retour où il va y avoir une séparation. Alors, j'ai eu quelques situations, notamment de retour d'Irak, qui ont été médiatisées, accompagnées par la Croix-Rouge internationale, et ça a été extrêmement positif sur l'état des enfants quand ils sont rentrés, puisqu'il y avait eu un travail qui était fait en amont, tant avec les mères qu'avec les enfants qui sont revenus. Parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement brutal, la séparation à l'arrivée en France, alors même qu'on est dans des situations où c'était des enfants qui étaient visiblement, d'après ce qu'on peut comprendre, complètement collés à leur mère pendant plusieurs années. Et donc, du jour au lendemain, ils étaient séparés. Et donc, la question de la manière dont cette séparation se fait me semble fondamentale, quel que soit l'âge de leurs enfants. Hein. À l'aéroport, donc, il y a un premier contact avec un médecin. Alors là, c'est un médecin de Roissy qui fait un état de l'enfant. Est-ce qu'il y a des problèmes à voir immédiatement? Est-ce qu'il faut le faire hospitaliser par rapport à son état de santé? Mais c'est un bref examen. Puis ensuite, les enfants sont confiés, comme le disait Madame Sauvage, par le procureur de la République, dans un premier temps, à l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis, qui les place généralement en famille d'accueil. Et c'est une volonté qu'on a qu'ils soient en famille d'accueil et qu'ils ne soient pas placés dans des foyers. Les quelques expériences de foyers, ça n'a pas été forcément une très très bonne chose pour les enfants. Alors la grosse difficulté qu'on peut avoir, c'est la question des fratries de 4-5 enfants, parce qu'on a quand même quelques fratries de 4 ou 5 enfants. Alors on me dit que j'ai plus que 5 minutes, donc je vais... Alors, je sais pas par où je vais prendre du coup.
Je vais terminer là-dessus, puis on verra bien. Hein. Alors, bon, tout ce qui est la question des relations entre mon voisin et la justice de Bobigny, il en parlera tout à l'heure. Sur les bilans somatiques, c'est assez fluide. Sur les bilans médico-psychologiques, là, les questions sont un petit peu plus compliquées. Alors, ce que je veux peut-être dire très brièvement, c'est les mesures provisoires qu'on peut mettre en place, et notamment les mesures confiées à la PJJ, de ce qu'on appelle des mesures judiciaires d'investigation et d'orientation éducative. Ce sont des mesures pour évaluer la situation tant de la famille élargie que de l'enfant, des liens avec la mère, puisqu'il y a des contacts également en prison, et de voir le travail à médiatiser. Alors, ce sont des mesures pluridisciplinaires qui font intervenir à la fois un psy, à la fois un éducatif et généralement également une assistante sociale de la PJJ pour recueillir des éléments de l'histoire familiale, mais également du parcours antérieur de l'enfant et des éventuelles réponses à apporter par le passé dans cette histoire. Il s'agit de recueillir des éléments factuels, mais pas seulement des éléments factuels. Il s'agit aussi de voir la capacité des adultes à retransmettre quelque chose de l'histoire qu'ils ont vécue en amont de tout ça. Par rapport à ça, c'est vrai que la qualité de l'articulation entre les intervenants, qui sont parfois très très nombreux, s'est construit dans le temps. Ce n'est pas du tout évident dans un cadre judiciaire, mais par rapport à ça, il y a une concertation intelligente qui s'est mise en place, parce qu'on est tous conscients que c'est la question de l'intérêt de l'enfant qui est primordiale. Sur les autres sujets que je n'aurai pas le temps d'aborder, mais qui me paraissent être des problèmes importants à voir, il y a la question du partage de l'information, peut-être dans les débats on y reviendra, la question de la scolarisation des enfants, car je reste à penser qu'il faut un sas entre le moment où l'enfant revient et le moment où l'enfant est scolarisé dans un cadre d'une classe française qui est beaucoup plus structurée. Je crois qu'il faut une période, parce qu'il peut y avoir des risques à la fois que les enfants parlent avec d'autres enfants de leur propre histoire, que ça suscite aussi des questions chez les autres parents. Donc là-dessus, je pense qu'il faut une prudence importante, alors même que les enfants demandent aussi à être rescolarisés. Ça, c'est une demande très très forte. Il y a la question du statut juridique des enfants nés en zone de conflit, donc c'est un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et la dernière question, c'est les liens avec les parents incarcérés. Et est-ce qu'il faut prévoir des visites? Nous, on pense en effet qu'il faut prévoir des visites médiatisées entre les enfants et leurs parents, et que dans l'évaluation qui est faite, on souhaite aussi qu'il y ait une évaluation qui soit faite sur la relation des parents avec les enfants, même si les parents sont incarcérés. Bon, je ne vais pas développer plus. Il me reste combien de temps? 3 minutes? Terminé? 1 minute. Bon. Alors, en conclusion, je reste convaincu que la justice des mineurs est sous réserve de sa capacité à intégrer la dimension particulière liée à cette problématique et donc à adapter ses outils à ses prises en charge spécifiques, à des atouts réels, un savoir-faire concernant les problématiques des enfants et des adolescents, le travail avec les partenaires institutionnels, mais également par la maîtrise des dispositifs à sa disposition, permettant de travailler la relation entre l'acte, l'environnement et l'individu, et la construction de son identité. Alors, je dis ça parce qu'il y a eu des grands débats pour savoir si l'entrée par rapport à ces enfants était une entrée de protection de l'enfance ou une entrée plus sécuritaire, puisqu'il y avait aussi des inquiétudes sur ces enfants. Il a été tranché que l'entrée était en protection de l'enfance. Voilà, je vais m'arrêter là, mais c'est extrêmement important et on pourra revenir là-dessus après.